Vous cherchez un stage en conseil? Imprégnez-vous du vécu de nos invités et de leurs expériences lors de nos TY Talks. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Tréunion en conseil en stratégie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jules Marcilassi. Bonjour Jules. Bonjour Younes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je vais commencer par ma première question. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Jules Marcilassi. J'ai grandi, alors pour reprendre un peu toute mon histoire personnelle, j'ai grandi en région parisienne et à Lyon. J'ai fait ensuite des études d'ingénieur. J'ai été diplômé en 2013 des Mines de Paris. À la suite de quoi, j'avais deux options, on va dire. J'avais deux choses qui m'avaient attiré par mes études. C'était d'une part le conseil en stratégie et d'autre part le monde des startups que j'avais pu découvrir lors de ma dernière année d'études où j'avais appris notamment à coder, par exemple, une application mobile et j'avais un peu découvert tout ce milieu. In fine, et on pourra revenir, j'imagine, après, j'ai décidé de partir en conseil. J'ai rejoint du coup McKinsey à Bruxelles avec l'ambition de vraiment emmagasiner un maximum d'expérience business, surtout pour moi qui avais fait des études d'ingénieur. J'avais l'impression que c'était la bonne expérience pour compléter, on va dire, ma formation. Et après, sans vraiment savoir si j'allais y passer 2 ans ou 20 ans, hein, j'étais vraiment très ouvert à ce moment-là, selon ce qui allait se passer. Donc, j'ai rejoint cabinet McKinsey à Bruxelles. Alors, à Bruxelles, le gros avantage que ça avait, hein, c'est que, je pense encore, c'est que c'est un bureau très international chez McKinsey, où plus de la moitié des missions se passent à l'étranger. Et c'est aussi ça qui m'avait beaucoup attiré. C'est un des avantages dans le conseil, c'est de pouvoir voyager et avoir vraiment une dimension internationale. Je pense que McKinsey est un cabinet qui a spécifiquement une forte dimension internationale et le bureau de Bruxelles encore plus. Donc, je me suis dit autant y aller à fond. Voilà, donc j'ai passé 2 ans, à faire différentes missions un peu partout, dans différents secteurs. Le but, c'est d'avoir le plus de diversité possible. Et après 2 années, j'ai eu, on va dire, la promotion au grade suivant. Et à l'époque, on avait un peu 3 options à ce moment-là, soit continuer directement, ce qui n'était pas forcément le plus courant, et beaucoup de gens en fait faisaient soit un MBA, soit aller faire une expérience dans une autre entreprise, avec leur mission de potentiellement revenir. Donc moi j'ai choisi la troisième option parce qu'en fait j'ai eu envie de comparer justement cette expérience et ces 2 ans de conseil avec une expérience entrepreneuriale où je restais un peu sur ma faim. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité et j'ai décidé de partir à New York, rejoindre une startup qui s'appelle Adormi, qui est un e-commerce en lingerie, qui a pour ambition de concurrencer Victoria's Secret. Et en fait, un peu le lien qui a été fait naturellement, c'est que le fondateur et les 2 personnes qui dirigent l'entreprise sont 2 anciens de McKinsey que j'avais pu rencontrer en fait personnellement. Et donc via le réseau, c'est comme ça que ça a pu se faire. Et donc, je suis parti à New York, encore une fois, pour voir, hein, sans trop savoir combien de temps ça allait durer. Et j'ai rejoint cette entreprise qui faisait 15 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et en 2 ans, elle est passée de 15 à 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, j'ai vraiment eu une super aventure entrepreneuriale, en tout cas d'hypercroissance. C'était pas vraiment le début d'entreprise, mais vraiment une hypercroissance. Et moi, j'étais tout responsable Head of Growth, donc responsable de tout ce qui est acquisition, rétention des consommateurs en ligne, toute l'expérience e-commerce en ligne avec un modèle d'abonnement et vraiment finalement comment scaler tous ces process de 15 à 100 millions. À la suite de ça, après 2 ans, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de créer mon entreprise. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas retourner en conseil et de rester dans la voie entrepreneuriale. J'ai choisi de changer aussi de secteur. La lingerie, c'était très sympa, bien sûr, mais pas forcément mon secteur de prédilection où je voulais faire toute ma vie. Et un secteur qui m'intéressait plus, c'était la santé. Je suis issu d'une famille de médecins. J'ai une maman qui est médecin et nutritionniste. Donc ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Et voilà. Donc ensuite, j'ai eu
toute une expérience entrepreneuriale avec un premier projet qui était une marketplace B2B dans la santé qui m'a fait un peu évoluer. Et en fait, en itérant, et pareil, on pourra revenir hein, sur tout ça, je me suis retrouvé à rentrer en France hein, pour plein de raisons et parler d'un projet avec un ami de New York qui rentrait aussi en France, qui avait aussi une expérience, qui avait aussi fait du e-commerce en forte croissance à New York. Et avec aussi un intérêt pour la santé. Et c'est là qu'on a un peu regardé le secteur des compléments alimentaires et du bien-être qui est en pleine explosion. Il y a plein de choses qui se font aux États-Unis justement, beaucoup de choses à faire en Europe. Nous, on avait les bonnes compétences et la bonne envie et la bonne complémentarité. Et on a décidé de lancer Cure il y a un peu plus de 2 ans maintenant, justement pour devenir un leader dans tout ce qui est le bien-être, en commençant par une approche personnalisée des compléments alimentaires en ligne. D'accord. Donc ça fait et Oui. pour finir, ça fait maintenant 2 ans qu'on a monté Cure, qu'on fait aujourd'hui on va dire la deuxième année complète, on est à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est en pleine croissance, on est une vingtaine de personnes et on a plein d'ambitions et pareil, on pourra y revenir. Top. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, on va revenir un peu plus tôt, à quelques années auparavant, sur la période pré-conseil en stratégie. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui t'avait vraiment fait choisir le conseil en strat? Tu nous as dit que c'était vraiment la recherche de ce côté business que tu n'avais pas forcément en école d'ingénieur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, la réalité, hein, c'est que je pense comme beaucoup de gens en école d'ingénieur, j'avais pas forcément une bonne compréhension de ce que pouvait être le conseil et le conseil comme plein d'autres choses en fait. J'ai vraiment découvert ça via des événements à l'école. Euh, j'ai fait pour rentrer dans les détails, hein, comment ça a commencé. J'ai fait un premier stage en fait en césure chez McKinsey que j'ai trouvé un peu par hasard. Moi, j'ai postulé, je cherchais un stage à l'étranger parce qu'il fallait faire un stage à l'étranger. Donc, je me suis retrouvé par hasard à postuler au cabinet de Bruxelles de McKinsey sans trop savoir même ce que c'était que le conseil. Et en fait, entre le moment où j'ai postulé là-bas et le moment où j'ai passé les entretiens, je me suis un peu renseigné. J'ai compris qu'il fallait préparer ces entretiens. Que c'était pas juste à raconter sa vie, qu'il y avait tout un process un peu codifié que j'ai fait hein, comme tout le monde et qui m'a permis 2 mois plus tard d'être accepté alors d'abord en stage du coup chez McKinsey et d'y retourner justement à la fin des études. D'accord. Du coup, tu n'avais pas forcément postulé à d'autres cabinets de conseil en stratégie. Exactement. Alors moi, c'est vraiment le seul auquel j'avais postulé en stage et où j'ai été pris. Et ensuite, toute la réflexion, c'était en dernière année d'école, j'ai découvert, comme je disais, hein, j'ai la partie entrepreneuriale, mais j'avais aussi fait mon stage chez McKinsey. Et c'est là où j'ai eu vraiment cette réflexion de me dire, avant d'aller monter une entreprise, peut-être qu'en fait, j'ai intérêt à apprendre le business. Et mon stage m'avait montré qu'il y avait encore plein de choses à apprendre chez McKinsey en conseil. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et à partir du moment où tu t'es rendu compte qu'en fait, il fallait se préparer pour réussir les processus de recrutement, est-ce que tu te rappelles de comment tu t'étais préparé justement? Qu'est-ce que tu avais Ouais, fait bien sûr. Bien sûr. Alors, en fait, pour l'anecdote, hein, entre le moment, j'ai postulé chez McKinsey. Et en fait, la semaine suivante, je me rappelle très bien, il y avait un événement organisé par Oliver Wyman qui existe peut-être encore, qui proposait de faire justement les entretiens et le gagnant partait à New York. Donc j'avais aussi fait ça pour partir à New York. Et j'avais fait l'entretien, c'était des trucs écrits et j'étais ressorti en disant j'ai cartonné, c'est sûr. La question, c'était combien y a-t-il de taxis à Paris? Il y en a 15 000, je connais la réponse. Du coup, je dois être le seul, j'ai gagné. Et tout le monde m'a rigolé au nez en me disant mais t'es con, le but, c'est pas de donner la bonne réponse, c'est d'expliquer un raisonnement. Alors que moi, j'avais juste mis 15 000. Et évidemment, on m'a appelé après en me disant que je n'étais pas pris. Et là, c'est là que j'ai compris. Et donc, je me suis renseigné. J'ai compris qu'il y avait tout un process, qu'il y avait alors des histoires de decision tree, des histoires de décomposition, justement ce market sizing, que c'était quelque chose de codifié, qu'il fallait réussir à le décomposer. Et j'ai utilisé on m'a donné un livre
qui s'appelait Le je Casing sais Point. plus. Case in Point, où il y avait Wet Fit aussi, ou les deux d'ailleurs. Et en fait, là vraiment, pour le coup, j'ai fait les cas, j'en ai fait, je sais pas, 10, 20, et puis j'ai compris que c'était toujours la même chose et que, ok, c'était bon. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est toujours la même chose, c'est qu'on l'a assez fait et qu'après on est prêt, en quelque sorte, on a atteint, on va dire, notre niveau, on peut dire, et qu'après, il y a un moment où faut pas trop, je pense qu'il faut pas trop en faire. Moi, un conseil que j'ai beaucoup donné de gens qui me demandaient des conseils justement pour aller en conseil en stratégie. Je pense qu'il faut pas trop en faire, tout comme je pense qu'il faut pas faire trop d'entretiens. Faut pas postuler à 20 cabinets. Je pense que ça, c'est une erreur parce qu'on peut se fatiguer. Je me rappelle que c'est un process qui est assez usant. Moi, rien que les process chez McKinsey, ça m'avait pris l'énergie. Donc, en fait, ceux qui en font 20 et qui se disent je commence par certains que je veux pas pour m'entraîner, je pense qu'il faut faire très attention à la fatigue que ça génère. Et moi, je pense typiquement qu'une des raisons pour lesquelles j'ai été pris chez McKinsey, c'est parce que c'était le premier où je postulais. J'avais assez préparé grâce à mon petite expérience que je vais raconter. Je me suis quand même préparé sérieusement. Mais comme c'était le premier où je postulais, j'étais très motivé. Ça se voyait, c'était vraiment véridique. C'est-à-dire que quand je parlais avec les consultants en face, qui m'expliquaient leur travail, je découvrais des choses. Donc j'étais authentiquement intéressé et je posais pas juste la même question que j'ai posée aux 10 entretiens d'avant. Et ça, je pense que ça a fait vraiment la différence, justement, parce que c'était un intérêt authentique que j'avais pour la personne en face de moi, et c'est ça qu'ils recherchent, en fait. D'accord, c'est très clair. Alors du coup, justement, tu as dit que le processus de recrutement était assez long et assez fatigant. Est-ce que tu peux nous décrire le processus chez McKinsey Bruxelles? Parce que on connaît à peu près le processus chez McKinsey Paris. Est-ce que c'est sensiblement le même? Ouais, c'est tout à fait standardisé. Euh, c'est tout à fait standardisé, je pense, entre les pays. Alors, parce que McKinsey a une spécificité d'être très standardisé dans tout le monde entier, hein. Il y a une forte culture globale et où ils centralisent vraiment tout. Mais donc mes entretiens, j'ai eu 2 tours, parce qu'en stage c'était 2 tours et pas 3, et j'ai eu à chaque fois 2 personnes. Donc le premier tour avec des managers ou AP on appelait ça, et avec des partenaires, senior partners même au deuxième tour. Et j'ai eu aussi un cas d'1 heure par écrit avec une quinzaine de questions à faire lors du premier tour. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. On va passer à la deuxième partie où on va faire un focus sur ton expérience de consultant. Est-ce que Mhm. tu peux nous présenter, par exemple, des projets auxquels tu as pu participer pendant ta période chez McKinsey Bruxelles? Ouais, bien sûr. Alors, bon, comme je disais, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à une vraie diversité de projets et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Donc, si je reprends un peu quelques projets qui me viennent en tête, hein, comme ça, naturellement. Euh, lors de ma césure, j'ai fait une longue mission de plusieurs mois, de 3 ou 4 mois, qui était basée en fait au Canada, dans une mine d'or sur la côte ouest du Canada, pour une entreprise suisse. Donc en fait, on était basé à 2 heures de Vancouver. On devait prendre un hydravion et faire 4 heures de jeep dans la forêt sans réseau pour accéder à la mine. Et tous les mois, on rentrait en Suisse, à Zurich, dans la ville la plus chère du monde, pour voir les dirigeants et faire des reports. Donc, c'était vraiment les deux extrêmes, en fait, dans une cabane sans chauffage versus à Zurich. Donc ça, c'était hyper intéressant, autant pour le sujet qui a été d'optimiser la production, en fait, hein. On avait modélisé sur Excel l'optimisation des extraits de minerais. Et ensuite un peu prendre du recul et présenter ça au top management euh, à Zurich. Ensuite, j'ai fait une mission en Europe pour un fabricant de textile pour l'industrie du matelas qui avait plusieurs usines en Europe. Et là, c'était une petite entreprise qui faisait moins d'1 milliard de chiffres, ce qui est assez petit quand on fait du conseil dans les cabinets. Et du coup, ça c'était super parce qu'on parlait vraiment avec le top management sur la stratégie globale. Ils voulaient faire un plan stratégique sur les prochaines années. Ils venaient de faire racheter par un PI justement. Ils devaient faire un plan stratégique. Et j'ai fait une mission au Togo par exemple pour le ministère des télécoms sur justement l'entreprise de télécom du Togo qu'il fallait un peu revoir complètement. On a passé un mois pour faire un diagnostic, interviewer tout le monde et essayer de comprendre ce qui n'allait pas. C'était hyper intéressant, très différent de ce qu'on peut faire en Europe, avec des problématiques un peu différentes.
beaucoup plus dans l'accès aux données, dans la compréhension de dynamiques qu'on ne peut pas retrouver en Europe forcément, et surtout que le client, c'était la ministre, hein, donc c'était assez intéressant de voir un peu comment tout ça est imbriqué dans un pays comme le Togo. J'ai fait un grand plan stratégique pendant plusieurs mois pour un opérateur télécom basé en Belgique. Donc là, vraiment, j'étais basé chez le client, encore une fois, avec le top management, mais tous les jours chez le client, et j'avais différents projets justement de revue sur un plan à long terme. J'ai organisé une conférence avec Google aussi, où on a fait venir des dirigeants dans les télécoms du monde d'Europe, on va dire, et il y avait des partenaires, plein de partenaires de McKinsey qui étaient spécialisés en télécom, des gens de Google qui justement poussaient le sujet des télécoms et des dirigeants d'entreprises dans les télécoms. On a fait, voilà, pendant un mois, je me suis occupé d'organiser toute une conférence dans les locaux de Google à Londres, donc c'était aussi quelque chose qui change, voilà, qu'on peut faire. Et j'ai fait aussi, à la fin, j'étais pas mal en télécom, hein, je me rends compte. J'ai fait aussi tout un sujet intéressant qui était identifier une cible de croissance externe pour un opérateur télécom basé à Stockholm. Donc on était entre Londres et Stockholm à ce moment-là, et en fait on a revu tous les acteurs télécoms d'Europe. Donc vraiment le but c'est de tout screener et définir quelques cibles potentielles pour cet opérateur qui voulait justement, qui avait du cash pour faire de la croissance externe et qui voulait acheter une entreprise complémentaire. Voilà, donc là je faisais 5-6, il y en a eu une dizaine en tout, mais c'est celles qui me viennent, donc c'est souvent les plus significatives. Et comme vous pouvez voir, c'était assez diversifié. À la fois géographiquement, dans les secteurs et dans les types de sujets aussi. Ce qu'on fait beaucoup, hein, et ce qui est intéressant de faire au début, en début de carrière en conseil. Après, on est forcé de se spécialiser après, donc c'est intéressant au début d'être très diversifié et généraliste. D'accord. C'est très intéressant. Et selon toi, quels sont les outils et les skills que doit maîtriser un consultant pour pouvoir bien performer? Alors, un grade junior, par exemple. Oui, justement. Alors, en grade junior, il y a un sorte de hard skill premier, hein, qui est de très bien maîtriser Excel, PowerPoint, parce qu'en fait, c'est notre outil de travail au quotidien. On est très formé dessus. Alors, on est très formé sur PowerPoint. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas besoin de se dire je dois maîtriser PowerPoint avant d'aller faire du conseil. Il y a beaucoup de formations. Sur Excel, c'est censé être un peu plus naturel, on va dire. Donc, si on n'est pas à l'aise sur Excel, ça peut être un frein. C'est pas forcément. Il y a d'autres qualités, hein, qu'on en parlera juste après. Donc, mais c'est, on va dire, un avantage parce qu'en post junior, on est souvent responsable d'un modèle Excel sur un projet. Et si on est naturellement très à l'aise sur Excel, on pourra rajouter de la valeur tout de suite, dans tous les cas, et ensuite travailler sur le reste. Et le reste, ensuite, en niveau 2, on va dire, il y a toute la partie communication, parce qu'on est au contact des clients, hein, même en junior. Je pense contrairement à la banque d'affaires, par exemple, où je sais que pendant les premières années, on ne voit pas vraiment les clients, on reste au bureau. En conseil, on peut se retrouver 4 jours sur 5 chez le client, interagir avec eux, et on doit souvent adopter une stature assez senior, donc il faut rapidement comprendre les codes et réussir à se positionner comme quelqu'un de senior. Donc ça, c'est quelque chose rapidement qu'il faut prendre en main et être à l'aise avec ça. Et ensuite, en fait, plus on progresse, hein, alors ce que j'ai moins fait, mais plus effectivement la relation client, est-ce qu'on va appeler l'impact client, donc la capacité à convaincre les clients, alors à les convaincre de ce qu'on délivre, et ensuite encore après à leur vendre des projets, devient de plus important, alors que la partie de début, comme les hard skills que j'ai évoquées au tout début, deviennent de moins importants. D'accord, c'est très clair. Et en termes de mindset, qu'est-ce que tu conseillerais à un consultant junior qui va bientôt commencer son CDI, par exemple, chez McKinsey à Paris ou à Bruxelles? Quel est le mindset à adopter pour être vraiment sûr de bien performer et de répondre aux attentes? Alors, pour être sûr de bien performer, il faut être dans une dynamique où on veut beaucoup apprendre, en fait, où on est très à l'écoute, très preneur de feedback. C'est un environnement, en fait, qui est très puissant parce qu'il y a beaucoup de feedback qui est donné. Quand ça va pas, on vous le dit. Quand ça va, on vous le dit. Et il faut pas être anxieux par rapport à ça. Je pense que si j'inverse la question, hein, ceux qui vont moins y arriver, c'est ceux qui vont avoir de l'anxiété par rapport au fait de mal faire, justement, se dire est-ce que je vais y arriver? Non. Ah, si on me dit que c'est pas bien, c'est peut-être que je suis pas bien, je suis pas bon. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là? Et en fait, il faut éviter ce mindset-là. Il faut vraiment se mettre dans une mindset de
si je suis là, c'est que je le mérite. Et pour réussir, il faut justement que j'apprenne plein de choses. J'ai la chance d'être dans un environnement où je suis exposé à des projets intéressants, exposé à des gens intéressants, et on me donne des feedbacks et on me fait progresser. Et je le voir comme une chance, euh, et vraiment une chance pour progresser justement. Et parce que je pense que c'est un environnement où en fait on apprend beaucoup. Et moi, c'est pour ça que je recommande vraiment le conseil et que je suis très content d'en avoir fait, même si j'en fais plus, parce que c'est du temps qui n'est pas perdu et on apprend énormément. D'accord. Tu as évoqué plusieurs projets auxquels tu as participé. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés du métier? Donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton expérience chez McKinsey, que ce soit d'ailleurs en stage ou ensuite quand tu les as rejoints en CDI? Les difficultés qu'on rencontre, alors ça va dépendre de chacun en fait, de selon sur quoi on est à l'aise ou moins. Moi, typiquement, avec mon background d'ingénieur, j'avais pas trop de soucis sur la partie justement modélisation et même problem solving, compréhension. Typiquement, moi, par exemple, mes plus grosses difficultés, c'était dans le positionnement par rapport au client justement. Réussir à avoir une attitude très senior tout de suite. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans des missions où on m'avait, on va dire, survendu. On m'avait vendu plus senior que je l'étais, et ça, en fait, euh, c'est euh, euh, c'est très challengeant en fait. C'est très challengeant parce que on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais encore une fois, on en ressort que plus grand. On en ressort que plus grand. Donc je me rappelle en stage par exemple, on m'avait justement vendu non pas comme un stagiaire mais comme quelqu'un full time. Et, dans cette mission qui était au Canada, au bout d'une semaine, le client avait expressément dit qu'il pensait avoir une équipe plus senior, rien qu'en nous voyant en fait, même au-delà de ce qu'on sait, et que au bout de et que les partenaires de la mission avaient prévu de me remplacer si ça marchait pas, mais de quand même me laisser ma chance. Et ça avait été très challengeant. Alors, je ne savais pas vraiment ça, cette dernière partie, mais j'avais bien compris qu'il fallait être plus senior qu'on ne l'était et qu'il fallait justement step up. Ce que je me suis forcé à faire. Mais c'était compliqué, c'était très challengeant, très stressant, il y a de la pression. Au final, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas fait remplacer et le client a demandé à ce que je continue même, à ce que je ne pouvais pas faire parce que c'était la fin de mon stage, mais il voulait me garder, il voulait quand même me garder, que je parte pas en vacances pour me garder. Donc ça, c'était plutôt positif. Et c'est là que justement les partenaires m'ont avoué qu'il y avait un plan B au cas où ça marchait pas avec moi et que en fait j'étais sur un siège éjectable les 6 premières semaines de la mission. Donc voilà, il y a de la pression, faut le savoir, ce genre de choses, mais, mais, euh, mais on en sort que plus fort. Complètement, complètement. Sur une question un peu beaucoup moins technique, est-ce que tu peux nous parler de l'équilibre vie pro, vie perso? Effectivement, tu viens de parler de pression, peut-être aussi d'horaire qui était quand même assez conséquent, d'horaire de travail qui était assez conséquent. Est-ce que tu peux nous parler de l'équilibre vie pro, vie perso quand tu étais justement consultant chez McKinsey? Ouais. Alors, on travaillait beaucoup, ça c'est sûr. Donc c'est un challenge pour le perso. Je pense que moi, dans ma dynamique, j'ai fait les années juniors. Mon ambition c'était d'apprendre le maximum et j'avais pas peur de travailler. Et donc ça m'a pas trop dérangé. Mais je voyais qu'en fait, effectivement, encore une fois, plus le temps passe et plus ça devient un sujet important pour les gens. Et c'est normal. Et je me rends compte, moi, typiquement aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. Euh, et c'est aussi un sujet dont on parlait de plus en plus, en fait. J'ai l'impression qu'avec le temps, on en parle de plus en plus. Euh, Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que il y avait une première chose qui, je trouvais était très importante, c'est qu'on travaillait jamais le week-end. Euh, Moi, en un peu plus de 2 ans chez McKinsey, j'ai peut-être travaillé un week-end. Et donc et quand on sait ça et qu'on est certain de ça, en fait, ça permet aussi d'être à fond. J'avais vraiment une dynamique où j'étais à fond la semaine et pas le week-end. On avait aussi, il y a une politique, alors chez McKinsey, je sais pas comment c'est ailleurs, où on est au bureau le vendredi. Donc en fait, même si on est chez le client ou qu'on voyage, on rentre le jeudi soir. Donc on peut quand même faire une activité perso le jeudi soir. Et le vendredi, on est au bureau et c'est toujours un peu plus cool, on va dire. Et le vendredi soir, on finit pas à 23h. On peut partir en week-end encore une fois. Donc il y a toujours ce week-end qui est un peu sacré.
Et ensuite, l'équilibre, il se fait entre les projets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des projets où on va finir très tard tous les soirs et dîner au bureau, et des projets plus cool. Et ça, il s'agit de les identifier et réussir à les alterner. Moi, je sais que typiquement, les projets, par exemple, je disais que je voulais voyager beaucoup. J'ai beaucoup fait une mission à l'étranger, une mission à Bruxelles ou Paris, on va dire. Et j'ai alterné, en fait. euh, pour justement garder un certain équilibre. Parce qu'après, effectivement, 3 mois au Togo, en Suède ou au Canada, bah, on a envie de rentrer. Mais après 3 mois en Belgique, j'avais envie de repartir. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. On va passer à la partie post-conseil. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui chez Cure et comment tu es venu justement? Alors, on va revenir un peu sur ce que tu nous as expliqué un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle un peu plus en détail? Bien sûr. Donc, chez Cure, je suis un des 2 fondateurs. J'ai le rôle de COO. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie gestion opérationnelle de l'équipe. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être mise en place de process, gestion beaucoup entre les équipes, hein, tout ce qui va être coordination entre les équipes, beaucoup aussi de coaching des équipes, hein, de faire en sorte que les gens grandissent. On est dans un environnement de start-up en pleine croissance. Donc, en fait, la croissance, c'est-à-dire que tous les mois, on fait un peu plus. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les process doivent évoluer, les gens doivent grandir, ou alors on doit recruter des gens aussi. Euh, donc, c'est être capable d'anticiper tout ça. Et en fait, tout ça, ça va être la manière de faire, ça va être de bien toujours penser à anticiper la prochaine étape euh, et structurer. Donc voilà, c'est très challengeant aussi. C'est très différent du conseil. Il y a un côté en fait. Bon, il y a un vrai côté entrepreneurial, hein, on parle de rien et on crée des choses. Moi, c'est vraiment ça qui m'attire en fait et qui fait que j'ai décidé de faire ça plutôt que de rester en conseil, hein. C'est vraiment le côté bâtisseur. Euh, Après, en fait, on part de rien, justement, on crée des choses, mais toute cette expérience que j'ai eue en conseil, elle m'aide beaucoup, même au quotidien et encore aujourd'hui, parce qu'en fait, ça me donne une vision de où est-ce qu'on va, parce que je sais comment fonctionne une équipe structurée ou un business structuré, et j'ai vu différents modèles, et donc ça me permet de savoir vers où on tend en fait, d'avoir un cap justement, et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi des méthodes de travail. Euh, En conseil, on apprend des méthodes de travail très fortes et très utiles partout. Et ça, c'est des choses qu'au quotidien, je transmets, que j'ai apprises en conseil, mais que je transmets aux équipes, justement dans mon rôle de les coacher. C'est toutes ces choses-là que je peux leur transmettre. Et donc, ça rend aussi très utile mon expérience en conseil dans une startup comme Cure. D'accord. Tes expériences précédentes en startup, peut-être beaucoup dans ton rôle chez Cure aujourd'hui. Comment s'est déroulée à l'époque ta transition de McKinsey, donc de ton rôle de consultant chez McKinsey, vers l'univers des startups? Ouais. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, surtout en ce moment, hein. Il y a beaucoup de gens qui quittent le conseil pour aller en startup. Je pense que moi, et comme d'autres que j'ai vus, et comme je pense que c'est souvent le cas, il y a une vraie période de transition, en fait, un vrai mindset à changer. C'est-à-dire qu'on passe d'une position d'analyste, on va dire, où on analyse des situations et on ne fait rien, à une position opérationnelle où on doit en fait faire des choses et on est responsable de ce qu'on fait. Et en fait, typiquement, moi, je me rappelle que quand j'ai rejoint donc Adormi, hein, ce e-commerce en lingerie à New York, où j'ai rejoint l'équipe marketing, où j'ai tout de suite eu une équipe qui était en place en fait, et il fallait que je structure un peu justement cette équipe. En arrivant, j'ai beaucoup eu de réflexion, d'analyse, de voir comment on devait faire les choses. Et en fait, au bout de 3 mois, j'avais beaucoup réfléchi, mais pas fait grand-chose. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était à moi d'un moment de dire, bah, en fait, on va changer les choses. C'est moi qui vais changer les choses et je vais dire qu'on fait comme ça, ou je vais faire comme ça, ou je vais processiser ce process qui ne l'est pas. Mais au-delà de dire ce qu'il faut faire, de vraiment le faire, de faire en sorte que c'est enforced en fait, donc que ça c'est vraiment réalisé. Et ça, c'est un switch qui m'a pris 3 mois à faire, hein, en toute humilité, et j'ai l'impression mais j'ai vu d'autres prendre aussi 3 mois, et je sais que maintenant, quand je vois et quand on recrute des gens qui viennent du conseil, euh,
je sais qu'il va y avoir cette petite période de transition. Alors maintenant, moi, comme je l'ai vécu, c'est facile de la gérer, on va dire, pour les autres, mais c'est intéressant vraiment de l'observer parce que c'est assez générique. D'accord, très bien. Aujourd'hui, comment tu vois la suite de ton parcours? Est-ce que, par exemple, plus tard dans ta carrière, est-ce qu'un retour vers le monde du conseil en stratégie est possible pour toi? Et c'est envisageable, en tout cas. Alors, c'est peu probable parce que en fait, c'est vrai que le monde du conseil, il est très codifié, structuré. On peut y partir 1, 2, 3 ans et revenir. Il y en a qui le font, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand on part plus longtemps, c'est dur d'y revenir parce qu'il y a vraiment un côté dynamique de progression très codifié avec la hiérarchie, etc. Donc, pas vraiment dans un format classique. Après, moi, pourquoi pas un peu plus tard avoir une position de consultant d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est tout à fait envisageable. Très bien. Alors, on arrive à la dernière question du podcast. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite rejoindre le secteur du conseil en stratégie et pourquoi pas McKinsey un peu plus spécifiquement? Et quelles sont, selon toi, les erreurs à éviter? Alors, les erreurs à éviter Ouais. pendant la phase de process ou pendant même l'expérience de consultant? Ouais. Alors, sur la première question, donc, les conseils, moi, je recommande fortement de faire du conseil, surtout pour des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont motivés, ambitieux et qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'en fait, et beaucoup de gens font du conseil parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, et je pense que c'est pas un problème et que comme moi, ils peuvent décider de soit se rendre compte que c'est ça qu'ils veulent faire, soit non, et qu'en fait, dans tous les cas, ce sera quelque chose de positif. Parce que si c'est quelque chose qu'ils veulent faire sur le long terme, devenir partenaire, etc., eh bien, dans ce cas, super, ils auront trouvé leur voie, hein, et tant mieux, et c'est vraiment génial. Et si, comme moi, ils décident de prendre une autre voie derrière, comme je vous l'ai dit, ils auront appris des choses qui seront utiles, je pense, dans n'importe quelle situation. Donc, il y a vraiment, moi, je recommande au global de le faire. Encore une fois, hein, le conseil que je donne, c'est de pas se prendre trop la tête au moment de la préparation. Je pense qu'il faut bien se préparer, le faire, mais ensuite, faut pas postuler partout et se mettre une pression de dingue. Je pense qu'il faut choisir les cabinets qu'on veut, qu'on vise et se dire si je suis préparé et que ça matche, je les aurai. Si je suis préparé et que ça matche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui matchait pas. Peut-être que ça voudrait aussi dire que c'était pas le bon job. Il faut pas le prendre non plus comme un énorme échec. Voilà. Et ensuite, une fois en conseil, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il faut avoir une soif d'apprendre, être très preneur de feedback et vraiment accepter et désirer cette culture du feedback. Et je pense qu'il faut être maître de son destin. Faut pas non plus subir. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que un cabinet de conseil, c'est un peu une marketplace où il y a des projets et des gens, et puis tout ça, ça match. Mais les envies de chacun sont prises en compte. Si on a envie d'un secteur particulier, si on a envie de voyager ou de pas voyager, si on a envie de bosser avec certaines personnes, il faut être maître de ça, en fait, et le vocaliser, le dire. Ça, c'est très important pour réussir, en fait. Et non pas subir son expérience. Très bien. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps, Jules, et merci pour les informations que tu as partagées avec nous. Et on te souhaite très bon courage pour la suite de l'aventure Cure. Merci à toi, avec grand plaisir. Et puis, si certaines personnes sont intéressées par me poser d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Hein, je suis trouvable sur LinkedIn. Et si certaines personnes veulent même rejoindre une startup plutôt que du conseil, c'est aussi ouvert. Ils peuvent me contacter pour toute question. Parfait. Merci beaucoup, Jules. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce TY Talks. Nous vous invitons à consulter nos autres podcasts disponibles sur notre page. À très bientôt.